Aldric Zappellini qui va effectivement en 10 minutes vous parler des data space. On peut l'encourager également, mesdames et messieurs, Aldric. Et puis un petit, c'est l'heure du débat. Et Christophe, là tu prends le micro pour 10 minutes de débat. J'ai l'œil sur la montre. Oui, donc comme je disais ce matin, merci Aldric de prendre ce temps. L'objectif de la matinée est de parler surtout aussi des cas d'usage de Data Hub qui sont lancés. Le groupe Crédit Agricole s'est lancé dans une grande révolution alors on sait que vous êtes un groupe très parcelé avec évidemment beaucoup de banques et de territorialité dans vos actions, qui chacune ont eu leur indépendance stratégique depuis toujours. J'ai cru comprendre qu'une grande révolution était en place justement au niveau d'une stratégie unifiée de la donnée pour permettre j'imagine, de créer des produits numériques, tu nous l'expliqueras. Est-ce que tu peux nous raconter en fait la genèse de ce projet et pourquoi le Crédit Agricole s'est intéressé d'abord au concept des data hubs, puis au concept, on en parlera, des data space? Un, deux, voilà, c'est mieux. Merci Christophe pour cette question. Bon, on va se détendre un petit peu. Crédit Agricole, révolution, bon, restons quand même modérés. Parlons de transformation. Alors, le pourquoi, c'est assez simple finalement, et je pense qu'on le partage avec beaucoup de grands groupes, ça a été dit plusieurs fois. La petite boutade, c'est de dire que le groupe Crédit Agricole est un groupe uni et décentralisé. Donc évidemment, beaucoup d'activités, et en plus, on se diversifie dans la santé, la transition énergétique, etc. Ça, c'est le lot de beaucoup de groupes. Et cette décentralisation, qui est vraiment profondément ancrée dans notre ADN, elle s'applique partout. Elle s'applique bien entendu pour les métiers, mais aussi pour les choix informatiques. Et donc, quand vous avez cette situation-là, vous avez ce qu'on appelle des silos. Des silos fonctionnels, ça paraît tout à fait normal, mais aussi des silos techniques. Et donc là, on arrive sur un terrain qui est exactement celui qui a été décrit dans l'introduction, celui finalement d'une entreprise étendue, avec énormément de sources de données, mais qui sont déconnectées, où ça ne parle pas forcément le même langage. Donc ça, c'était la situation décrite par Mathias. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on pourrait vite se désespérer et dire, bon, tant pis, c'est comme ça, voilà, c'est consubstantiel au Crédit Agricole. Il se trouve qu'on nous a demandé, et ça c'est notre gouvernance data stratégique qui nous a dit de faire un diagnostic, et en fait on s'est rendu assez vite compte qu'il y avait un ensemble de problématiques à résoudre. Au-delà de la logique des silos, il y avait aussi le fait que les gens ne savaient pas forcément ce qui était partageable. Donc quand vous êtes par exemple à l'assurance et que vous voulez des données qui sont détenues par une caisse régionale, vous ne savez pas forcément à quoi vous pouvez avoir accès. Premier point. Deuxième point, il y avait un peu toutes les versions. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'il faut partager? À la fois avec des logiques réglementaires, mais aussi avec des logiques de ce que le Crédit Agricole a envie de faire en termes de partage de données. Et puis troisième point, et quand bien même on aurait franchi ces écueils-là, et ça a été dit par Mathias notamment, c'est un vrai parcours du combattant quand vous êtes dans un écosystème aussi décentralisé, de faire votre demande de données, de l'intégrer dans un plan informatique si vous avez un usage industriel. Et finalement, comme nous, l'envie qu'on avait dans notre plan à moyen terme, c'était d'accélérer ces partages de données. La condition sine qua non, c'était qu'on trouve un moyen industriel de pouvoir le faire. Et là, il se trouve que ça a plutôt bien matché avec ce qui circulait sur les présentations des data space européens. Et donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est d'avoir une interprétation des data space européens. Alors chez nous, on l'appelle espace de données fédéré, parce que la notion de fédération correspond très bien à notre modèle. Et data marketplace group, parce que la data marketplace, c'est quand même la partie visible pour un porteur de projet, pour un utilisateur, pour quelqu'un qui travaille dans la relation client. Et donc c'est ça qu'on est en train de travailler, c'est de décliner tous les concepts qui vous ont été présentés dans une logique métier de partage interne et de le faire dans une logique où on s'appuie sur des standards de marché de façon à ce que le moment venu, aux bornes du groupe, c'est-à-dire avec nos partenaires, les joint ventures, etc., on puisse faire des partages qui vont un peu au-delà de l'intragroupe. Et puis demain, effectivement, qu'on puisse partager aussi avec des partenaires de confiance dans les logiques qui ont été présentées sur les data space européens. Alors peut-être pour aller dans le concret, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans le projet? Et surtout, quels sont les cas d'usage qui sont déjà ressortis justement de la mise en commun de ces données territoriales, donc des banques locales et de l'ensemble des institutions groupes? Aujourd'hui, vous avez peut-être, c'est quoi les 3 grands cas d'usage que tu as pu identifier? Alors, on va commencer déjà par l'avancement. Tout ce dont je vous ai parlé, là, je l'ai fait de manière assez contractée, mais globalement, la réflexion sur quels sont les freins au partage de données,
Ça date de 2024, c'est un mandat qui nous a été confié par nos gouvernants stratégiques. Et puis en fait, là où ça s'est bien finalement goupillé, c'est que en même temps, on est en phase de fabrication en 2025 de notre plan à moyen terme qui s'appelle Acte 2028 et qui est sorti en novembre 2025. Et donc du coup, on a pu travailler en collectif à la fois avec les métiers pour voir les cas d'usage qui nous intéressaient le plus. Il y a une très grande orientation des métiers, évidemment, sur tous les cas relations clients. Parce que chez nous, en fait, on a une organisation où on a ce qu'on appelle des distributeurs, c'est ceux qui ont la relation avec les clients, et des producteurs, c'est eux qui fabriquent des produits et des services que les distributeurs vont proposer aux clients. C'est un domaine extrêmement vaste. Je donnerai 2 exemples un peu plus précis tout à l'heure. On a également, et c'est pour ceux qui connaissent un peu le monde de la finance, la logique de KYC, en fait, avec des exigences réglementaires qui sont très fortes. Quand vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de distributeurs, vous pouvez très vite vous retrouver, si vous ne partagez pas l'objet client en tant que tel, à faire plusieurs fois ces démarches qui sont extrêmement lourdes, chronophages. Et donc, il y a une logique de partage qui est assez évidente à ce niveau-là. Et puis, il y a un dernier point, et celui-là, il nous tient à cœur, et je donnerai un exemple là-dessus. C'est tout ce qui se passe autour de l'ESG. Parce que l'ESG, vous pouvez en avoir une vision très réglementaire, mais en réalité, pourquoi on veut travailler sur la connaissance ESG de nos clients ? C'est pouvoir accompagner leur transition et mieux les connaître de ce point de vue-là et avoir une capacité à mieux connecter, par exemple, des données sur les territoires, des données sur l'adaptation prévue par nos clients ou pas d'ailleurs. C'est aussi une garantie que le Crédit Agricole puisse les accompagner dans le conseil, dans le financement. Et on sait que c'est des enjeux majeurs et qu'il n'y en a pas une seule à faire, une transition. Rien que la partie climatique, c'est énorme, mais il y a le vieillissement de la population, enfin il y en a tout un tas, et c'est des choses qu'on partage d'ailleurs très bien avec, par exemple, la Caisse des dépôts. Voilà, alors maintenant, si je regarde les cas plus précisément, évidemment, quand vous êtes par exemple avec un producteur qui fait votre plateforme de paiement, elle a une connaissance assez intime finalement de ce qui se passe, et elle peut finalement partager aux distributeurs, mettons une caisse régionale, une information qui permettrait de mieux accompagner un client. Par exemple, si le client est en train de faire un paiement dans un magasin de bricolage, on sait que c'est probablement qu'il est en train, en fonction de l'ampleur de ce paiement, de préparer des travaux chez lui. Évidemment, là, on pense par exemple à une garantie des accidents de la vie pour l'assureur. C'est des choses aussi basiques que ça, mais en fait, quand vous le démultipliez pour l'assurance, pour le crédit à la consommation, pour tout ce qui finalement fait l'accompagnement possible d'un client par un banquier, c'est énorme. Deuxième exemple, qui marche dans l'autre sens cette fois-ci, quand vous êtes sur la plateforme de paiement, il y a un enjeu majeur, et chaque point vaut plusieurs millions, c'est la détection de la fraude aux moyens de paiement. Vous savez qu'il y a quand même tout un tas de données qui circulent, qui ont été le fruit d'attaques cyber, qui rendent les attaques de plus en plus sophistiquées, crédibles, etc., notamment sur les paiements. Et donc là, récupérer des données de comportement client pour que celui qui détecte la fraude ne le fasse plus uniquement sur la base de la connaissance des transactions purement financières, mais aussi sur celle du comportement client, c'est fondamental. Puis troisième exemple, sur la partie ESG, le contexte m'amène à dire qu'il y a un enjeu fondamental au niveau finalement de la résilience des territoires. En ce moment, c'est les inondations, malheureusement, donc on a plein de collègues qui effectivement sont sur le pont, notamment chez l'assureur, pour indemniser au plus vite les clients. Mais au-delà de ça, la question de la résilience, c'est comment on adapte mieux nos territoires. Et donc là, il va falloir interconnecter des sources de données très différentes. Et comment également on arrive à mieux prédire l'impact économique sur un territoire qui parfois va se dérouler sur plusieurs années. C'est un territoire qui a été lourdement sinistré par une inondation, une tempête. En réalité, vous avez l'instantanéité, les indemnisations que vous allez faire au niveau assureur, mais les impacts économiques et même psychologiques sur la population, ça va se dérouler sur 2, 3, voire 5 ans dans certains cas. Pour, par exemple, ceux qui habitent dans le Nord, les épisodes d'inondations successives qu'ils ont vécu, en fait, on est encore en train de consolider les impacts que ça peut avoir. Et donc là, il y a un enjeu énorme à collaborer. Il est purement sociétal. Je pense notamment à ce qui est en train d'être fait au niveau du jumeau numérique France. J'ai vu passer les schémas d'architecture, c'est déjà prêt pour s'intégrer en fait dans une logique de connexion entre data space. Connecter des données financières avec des données de ce type-là, forcément, c'est pouvoir mieux prédire, s'adapter et anticiper en fait les impacts. Mathias, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez travaillé avec Crédit Agricole
autour de l'open source pour être capable de définir une stratégie, un POC et justement une identification des données à partager, des cas d'usage. Comment est-ce que ça fonctionne dans la relation entre, par exemple, entre Vision et Crédit Agricole? Oui, donc on a pu, avec le Crédit Agricole, pour commencer à tester un peu ces aspects de data space et voir si ça s'adapte notamment et ça s'intègre dans les contraintes d'un grand groupe, lancer un premier POC. Et il a été dit justement par le Crédit Agricole, on va prendre un peu déjà ce qui existe et les technologies et voir comment elles s'intègrent et les protocoles existants. Là-dessus, il y a déjà des choses qui peuvent être utilisées. Ensuite, par exemple, on a travaillé et grâce au Crédit Agricole, on a fait augmenter le connecteur qu'on avait pour venir répondre à des protocoles plus sécurisés, plus précis qu'on retrouve dans le bancaire. Et ça, c'est un exemple de, il y a une base qui existe, il y a quelque chose en plus qui doit servir certains besoins métiers et le Crédit Agricole à la fois bénéficie de ce qui existe et abonde et augmente ce qui est possible. Et je pense qu'il y a d'autres choses encore à faire sur des questions de police, de conditions fines. On a par exemple déjà des conditions qui disent il faut informer le client, c'est tant de temps, c'est tant de fois, mais il y a des contraintes réglementaires beaucoup plus fortes et on peut travailler ensemble à coder ça. Et quelque part, c'est la philosophie que je présentais de collaboration sur l'open source, et c'est une philosophie qui date de plusieurs décennies sur l'open source. Ce qui est intéressant, et ça c'est aussi un peu une question pour toi, Aldric, c'est de dire comment le Crédit Agricole, qui est un grand groupe qui a les moyens, pourrait se dire finalement je fais tout seul, ou ce que je fais, je le garde pour moi. Et donc il y a quand même dans votre sein cette philosophie de contribuer à l'open source. Oui, alors c'est teinté de pragmatique, c'est-à-dire effectivement, pendant qu'on cadre, on essaie aussi de regarder concrètement en poquant des solutions, dont Vision, mais on en a fait aussi avec DOEX, avec Open Data Soft. Alors je les ai vus, je crois, quelque part, ils sont là. L'idée, c'est quoi? C'est de voir la réalité du terrain telle qu'elle est, quel est le taux de couverture de l'open source par rapport aux besoins qu'on a, et de rentrer dans une logique, non pas où on essaie de faire du spécifique pour répondre à nos besoins, parce qu'on sait très bien que sur le long terme, le spécifique, ça sera très compliqué à gérer parce qu'à chaque fois qu'on aura des montées de version, ça posera des problèmes. Et donc plutôt de nourrir le développement d'un écosystème open source et souverain autour des data space. Et là, pour le coup, je pense qu'effectivement, les grands groupes qui ont ces besoins-là, ils ont vraiment un rôle à jouer en participant en fait, à cette convergence en fait, des solutions orientées industrie, parce qu'en fait, on a vraiment des contraintes, notamment dans les domaines qui sont un peu critiques, autour de la sécurité, tu en parlais, avec des protocoles qui ne sont peut-être pas on va dire le protocole lambda utilisé par l'ensemble de la place. Et donc ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante, quoi. Marc-Lionel? Parfait, on est en peut-être qu'on peut prendre des questions de voilà, la salle. c'est ce que j'allais dire. Alors soit on poursuit là, on prend une première série de questions, mais voilà, si on veut prendre la pause dans un temps, une ou deux questions, et puis on aura encore une série globale pour tous nos intervenants juste avant la pause. Qui veut réagir, poser une question? Voilà. Parfait. Emmanuel est plus vif que moi. Si vous voulez bien vous présenter en 2 secondes, en 3 secondes. Le micro. Il fonctionne. Vous m'entendez? Ouais, parfait. Donc Navanan Cleversingham, donc groupe Data IA stratégiste à la Société Générale. Question pour Aldric. La Société Générale, on a d'autres problématiques. On a la même problématique, c'est on a plusieurs activités, on est siloté, on a plusieurs stacks techniques, on a plusieurs cœurs de métier. Pour avoir une marketplace, on a les mêmes problématiques, hein, chacun a sa stack technique. Et pour avoir sa marketplace, accès à la donnée de manière efficace, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que on a aussi on a le régulateur, on a plusieurs contraintes. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça marche bien déjà en intragroupe avant même avec les autres acteurs? Le secret du bonheur dans les grands groupes. C'est parti. Alors le bonheur, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas négliger la dimension préparation. Tout à l'heure, je l'ai dit un peu rapidement, mais avec notre gouvernance, on a travaillé sur un diagnostic assez sévère finalement de qu'est-ce qui faisait échouer les tentatives de partage de données. Donc on a pris 12 cas d'usage emblématiques qui concernent de nombreuses activités dans la banque et on a fait sans concession finalement le diagnostic de ce qui s'était passé
je cherche des données jusqu'à je le mets en œuvre techniquement, y compris dans un cas d'usage industriel. Et en fait, ce travail-là, il ne faut pas le négliger parce qu'en fait, c'est se connaître soi-même et donc savoir à quoi on a affaire et ce qu'on doit résoudre. Et dans ce qu'on a à faire et ce qu'on doit résoudre, il y avait aussi une vraie problématique d'acculturation, notamment des dirigeants, sur le partage de données, les bénéfices et les risques. Et donc, ça, on l'a travaillé. On est passé quasiment 3 fois en séquence stratégique. Donc, c'est un comité d'orientation stratégique où il y a l'ensemble des DG à la fois du bassin des caisses régionales et puis du groupe Crédit Agricole SA. Et il ne faut pas négliger cette étape-là parce que si vous passez directement à la phase exécution, vous cadrez un partage de données, puis qu'après on revient sur les fondamentaux, est-ce qu'on a réellement envie de partager de la donnée entre nous? Est-ce qu'on considère que c'est des actifs qui ont vocation à être de niveau groupe et pas uniquement de niveau entité sur sa verticale? En fait, on aura le pire des mondes, c'est-à-dire qu'on aura le super outil qui est destiné à industrialiser le partage, sauf qu'en fait, personne ne sera d'accord fondamentalement sur le fait qu'il faut partager. Question peut-être, Aldric, par rapport à ça, je pense pour les gens dans la salle, de manière hyper pratique. Quelles sont les différentes étapes? J'imagine que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à partir d'une vision et d'une gouvernance et d'une stratégie de la donnée unifiée au sein du groupe, ça va aussi vous donner envie derrière potentiellement de rentrer sur des data spaces sectoriels, sur l'intersectoriel, etc. Mais pour les gens dans la salle, quelles sont les étapes? Par quoi doivent-ils commencer? Est-ce qu'ils doivent d'abord s'acculturer, comme tu dis? Est-ce qu'ils doivent mettre en place une gouvernance générale? Est-ce qu'ils doivent commencer par un data hub, et c'est ta préconisation avant de passer sur un data space? Mais si tu devais nous donner les 3 à 5 étapes clés pour un grand groupe, c'est lesquelles? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, mais ne négligez pas, et je le redis, c'est la réponse que je viens de donner, le diagnostic, c'est-à-dire comprendre réellement à quoi vous avez affaire, c'est absolument fondamental pour réussir ce projet. À vouloir aller trop vite à la solution technologique en disant on a tout ce qu'il faut, il y a des connecteurs, il n'y a jamais eu une richesse aussi grande pour faire du partage à données, à mon avis, c'est quasiment la pire des erreurs que vous pouvez commettre. Alors, moi, par exemple, régulièrement, on me demande sur des projets comme ça, il faut faire les cadrages rapides. Je dis, on se détend. Dans des grands groupes comme les nôtres, il vaut mieux passer un peu plus de temps sur le cadrage et bien s'assurer qu'on est tous d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble. Et là, le ensemble qu'on veut faire, c'est vraiment 2 niveaux groupes. Donc ça veut dire que ça mélange quand même des choses, juste pour que vous l'ayez en tête. J'ai parlé tout à l'heure des producteurs et des distributeurs. C'est de la banque plutôt retail, mais globalement, il y a la banque corporate, il y a des asset managers. Ils n'ont quand même pas énormément de points de commun entre leurs métiers, donc ils pourraient très bien se dire, mais moi, votre truc, la Data Marketplace Group, espace de données fédéré, ça ne m'intéresse pas. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même créer du lien en avance de phase pour réussir à faire en sorte qu'on soit fédéré. Et donc j'aime pas unifier, je préfère fédérer, qu'on soit fédéré autour d'un objectif commun et que derrière, on mette vraiment derrière nous de manière durable la logique de dire on veut le faire en intragroupe. Et puis après, ne pas brûler non plus les étapes. Il ne faut pas aller tout de suite au partage externe entre partenaires, à la limite, qui n'ont pas les mêmes activités. Il faut déjà s'assurer qu'on est à l'aise, nous, entre nos métiers qui doivent partager de la donnée. Après, on sait qu'il y a des bornes du groupe, comme je disais. On a des tas de joint ventures avec d'autres business. Ça peut être un périmètre d'application qui n'est pas tout à fait à l'extérieur, mais qui est déjà un peu plus loin du cœur du réacteur du groupe. Et puis après, on a des partenaires de confiance, c'est-à-dire des gens avec lesquels on est habitué au quotidien à travailler, on peut aller chercher, puis après on ira encore au-delà. Mais j'ai envie de dire, il faut construire ça par cercle concentrique de proximité. Et la proximité, c'est aussi quel est l'ADN commun qu'on a avec les gens avec lesquels on veut partager de la donnée. Peut-être une question pour toi, Mathias, qui est reliée. Comment est-ce que tu travailles, comment vous travaillez en fait avec des groupes comme Crédit Agricole? On sait très bien que les data space, tout le monde l'a expliqué depuis ce matin, c'est un domaine hyper héroïste. C'est pas juste de la mise en commun des données, c'est toujours d'arriver sur un cas d'usage. Et ça n'a de valeur que si un groupe sait qu'en mettant des données en commun, il va pouvoir créer des produits qui apportent de la valeur sur son ensemble. Comment est-ce que tu travailles à identifier ces cas d'usage avec des groupes et quelles sont les préconisations que tu pourrais donner aux gens dans la salle pour que justement ils mettent en place en interne une réflexion pour être capable d'identifier les cas d'usage les plus pertinents pour eux? Je pense que les cas d'usage, les groupes généralement les ont déjà et sont le mieux placés pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et nous, avec la solution et l'approche d'open source et de co-construction, on arrive généralement quand un acteur a identifié ses cas d'usage, a déjà un peu creusé le sujet, un acteur ou un secteur, a déjà un peu creusé le sujet, peut-être testé 2-3 choses et connaît les problématiques et c'est du coup qu'on apporte une solution à des problématiques qu'il connaît.
Et c'est de plus en plus de secteurs et d'acteurs, et on le voit, là je le vois depuis quelques mois, la plupart des acteurs et des gros acteurs sont à peu près à ce stade-là, de se dire j'ai ce cas d'usage, je l'ai identifié, j'ai identifié les problématiques, et j'ai identifié une sorte de domaine de solution qui peut m'aider. Et c'est ce qu'on voit dans les secteurs et dans les data space. On a par secteur des projets qui se montent pour trouver les cas d'usage. Encore une fois, c'est pas nous, on a contribué dans des premiers secteurs au tout début, il y a quelques années quand c'était au tout début, mais aujourd'hui c'est pas nous qui trouvons les cas d'usage. Les acteurs savent. Nous, on permet de le faire plus simplement et de façon interconnectée et de façon ouverte. Merci. La balance des comptes est négative, on doit arrêter. Merci Aldric, Merci. merci Mathias, merci Christophe.